Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien dans cet été qui commence à être bien avancé et que vous profitez, pour ceux qui sont en vacances, de moments en famille, avec des amis, que vous arrivez à vous détendre malgré l'actualité qui n'est jamais très, comment dire, souriante dans notre pays, hein. Voilà, entre les incendies qui ont eu lieu la semaine dernière, une cérémonie du 14 juillet où une bonne partie du peuple, dont une bonne partie du peuple a été évincée. Voilà, la loi sur l'euthanasie, hein, parce qu'on ne peut pas appeler ça la fin de vie digne. Donc voilà, bon, j'espère que malgré tout, vous allez bien. Et aujourd'hui, on va continuer notre petite série sur les violences sexuelles. Je vais simplement vous donner un petit chiffre de la campagne 1 sur 5 du Conseil de l'Europe sur les violences sexuelles à l'égard des enfants, campagne qui s'est tenue en 2011, donc c'est des chiffres qui ne sont pas tout jeunes. Mais voilà, les seuls derrière qui sont intéressants, ce sont ceux de la Civisme et qui concernent vraiment que la France. Là, on parle du Conseil de l'Europe, qui en fait a conclu que par rapport à toutes les informations qui ont été recueillies, eh bien, au cours de leur vie, une femme sur 4 et un homme sur 6 sont victimes de violences sexuelles. Donc, c'est vous dire l'immensité de ces infractions et le nombre effarant de personnes qui en sont victimes. Et aujourd'hui, c'est important de rappeler ce chiffre parce qu'aujourd'hui, on va parler du traumatisme des violences sexuelles et vous allez voir que c'est pas du tout une petite chose. Alors, je voudrais vous préciser que j'ai été formée lorsque j'étais policière, pas en tant que policière, mais lorsque j'étais policière, j'ai été formée à une formation qui s'appelle de la connaissance des violences sexuelles, les bases, et qui est organisée par une association qui est nationale et qui a des plateformes dans plusieurs départements, hein, partout où il y a des gens qui veulent bien les créer. Une association qui s'appelle Stop aux violences sexuelles et qui propose cette formation donc initiale aux violences sexuelles avec plusieurs volets dont la première matinée, c'est vraiment le traumatisme, les chiffres et le traumatisme des violences sexuelles. La deuxième demi-journée, c'est sur la partie juridique, donc un petit peu ce qu'on a vu la fois précédente. La troisième, parce que c'est sur 2 jours, c'est les effets sur la santé physique et mentale des victimes tout au long de leur vie. Et la dernière demi-journée concerne le parcours de réparation, le parcours de soins et les différentes thérapies qui existent aujourd'hui. Donc voilà, si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande d'aller regarder sur le site de cette association et elle organise ce genre de formation très régulièrement, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. En tout cas, moi, cette formation, elle m'a bouleversée. J'avais plus de 30 ans de police nationale derrière moi. Je pensais être un bon flic. Je suis quand même un enquêteur au départ, un enquêteur de police, inspecteur de police. Je pensais avoir de bonnes bases pour recevoir, accueillir les victimes de violences sexuelles. Et là, eh bien, un peu par rapport à tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on n'était pas bon dans l'accueil de ces victimes-là parce qu'on ne savait pas l'immensité de l'impact du traumatisme des violences sur elles, sur leur corps, mais aussi sur leur état mental. Et c'est pour ça que c'est très important d'aller voir ce qui se passe, parce que ça nous permet à nous, professionnels, et quels que soient les professionnels, hein, que ce soit du soin, les éducateurs, les policiers, les gendarmes, les magistrats, une fois qu'on sait le trauma des victimes et ce que ça cause chez elles, on peut mieux travailler. Et à des moments où on dit: «Oh mais elle invente, elle exagère, hier elle nous disait ça, aujourd'hui elle nous dit ça», vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi la parole des victimes est pas toujours la même et que ça s'explique et que c'est pas leur faute et que nous devons être très respectueux
du chemin qu'elles font quand elles entament leur chemin juridique, parce que c'est une double peine. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en attaquant la... Alors, oui, vous le savez, hein, je ne suis pas une scientifique, moi je suis plutôt une littéraire. Donc, j'ai pris quelques notes pour me guider et éviter que je dise des bêtises. Voilà. Donc, la physiopathologie d'une agression sexuelle, en fait, c'est une suite de réactions en chaîne qui va constituer une vraie bombe à fragmentation dans le corps et dans le mental de la victime. Et cette bombe à fragmentation, elle va la porter toute sa vie si elle n'est pas accompagnée sur le plan thérapeutique et médical. Donc ça, c'est vraiment le truc à poser tout de suite. On parle d'une chose très sérieuse. Les fractions traumatiques de l'agression sexuelle provoquent, on va le voir, plein de choses, mais en premier lieu, une sidération, puis un dysfonctionnement des mécanismes de l'amygdale, de l'hippocampe et du cortex préfrontal. Donc, je vais vous expliquer, dans un premier lieu, qu'est-ce que c'est que le cortex préfrontal. En fait, c'est une partie de notre cerveau qui est en quelque sorte l'orchestre, dans le sens où il va recevoir, en fonction de ce que nous vivons, des moments joyeux, tristes, douloureux, et puis de l'agression avec la peur, etc. Donc, il va recevoir ces signaux que sont nos émotions et qui se transportent aussi à travers des hormones, hein, différentes hormones. Donc, notre cerveau, il reçoit ces signaux donc dans le cortex préfrontal et en fait, il va renvoyer une réponse. Ce chef d'orchestre va renvoyer une réponse, c'est-à-dire un panel de comportements qui sont adaptés à la situation que nous vivons et qui engendrent telle ou telle émotion. Voilà, en gros, le rôle du cortex préfrontal. Alors, l'hippocampe, qu'est-ce que c'est que l'hippocampe? Alors, l'hippocampe, c'est une partie de notre cerveau aussi qui va exploiter la mémoire et le repérage dans le temps et dans l'espace. En fait, c'est notre mémoire autobiographique. Cette partie-là de notre cerveau, c'est comme une grosse armoire où on a des tiroirs dans lesquels on va ranger nos souvenirs autobiographiques au fur et à mesure de la vie. Et enfin, donc, nous avons parlé de l'amygdale. Qu'est-ce que c'est que l'amygdale? C'est aussi une partie de notre cerveau. Bon, on aura cité 3, mais il y en a plein d'autres, hein, qui est en fait la structure cérébrale à l'origine de la réponse émotionnelle. Donc, ce n'est pas une mémoire, ça. Hein. C'est vraiment une espèce d'éponge, pof, qui reçoit nos émotions et qui va déclencher chez nous la joie, l'angoisse, la tristesse, la peur, en fonction de ce qu'on vit. Donc ça, c'est un passage, normalement. C'est un passage, ces événements-là, pouf, ils vont rentrer là-dedans, mais hop, ils vont aller se coller dans l'hippocampe, dans le petit tiroir de nos souvenirs. Et on va voir que en cas de trauma, eh ben, c'est pas ça qui va se passer. Et cette amygdale, elle va avoir un rôle énorme. Donc voici pour nos structures cérébrales qui vont nous accompagner dans la compréhension donc des agressions sexuelles. Alors, le premier mécanisme qui va se mettre en place lors d'une agression sexuelle, et c'est pratiquement dans la majorité, quasiment l'unanimité des agressions sexuelles, même si on n'en est pas forcément conscient, elle va être provoquée par la peur que va vivre la victime. La peur, normalement, c'est un mécanisme de survie qui va nous conduire à adopter des réactions qui peuvent être des réflexes, hein, pas forcément donc réfléchis, hein, mais des réactions ou des réflexes de défense. Comment se protéger? On va crier, on va appeler au secours, on va s'enfuir, on va se cacher aussi, hein, ou on va lutter physiquement contre son agresseur, par exemple. Donc c'est ça nos réactions de défense. Et pour mettre en place
ces réactions de défense, notre corps, il va faire de très gros efforts pour affronter cette menace. Ça va vraiment puiser dans son énergie et nous avons plein d'hormones, hein. Je ne peux pas toutes vous les citer, je vous l'ai dit, je ne suis pas biologiste, hein. Nous avons plein d'hormones qui vont entrer à l'œuvre pour nous protéger. Eh bien, dans le cadre des violences sexuelles et du stress majeur qu'elles engendrent, en fait, il y a un sentiment d'impuissance qui va être très profond, un état de détresse extrême et qui peut conduire à en fait une absence totale de réaction et à une forte apathie en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sidération. La personne, pouf, c'est comme si elle avait plus de jambes, plus de cerveau, plus rien. Elle est incapable de crier, elle est incapable de fuir, elle est incapable de s'opposer. Et ça, bien évidemment, que pour les auteurs, c'est du pain béni. Ah, mais elle n'a pas appelé au secours, elle n'a pas pris la fuite, elle ne m'a pas mis une baffe, donc c'est qu'elle était OK. Hein, vous vous rappelez la petite séance sur le consentement. Eh bien non, c'est pas du tout ça. Et voilà, aujourd'hui, ça va être à lui de prouver de quelle façon la victime lui a dit oui. Hein, c'est pas parce qu'elle est restée tétanisée qu'elle dit oui. Pas du tout. Donc, ce qui va être très important aussi, c'est que souvent les victimes vont se reprocher ce manque de réaction. Ça va entraîner chez elles beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte et parfois un dégoût de soi. Parce qu'elles n'ont pas été à la hauteur, parce qu'elles ne se sont pas défendues. Mais il faut qu'elles comprennent que c'est un mécanisme physiologique qui s'est mis en place pour les protéger. On va voir plus loin pourquoi pour les protéger. Pour les protéger de quoi? Donc, elles ne sont absolument pas responsables du manque de réaction qui les saisit. En fait, elles sont saisies. Et donc, le deuxième mécanisme qui va se mettre en place, ça va être ce qu'on appelle la dissociation. C'est-à-dire que la violence, par son pouvoir de sidération, on y revient, va désactiver les fonctions supérieures de la victime. Donc le stress va déclencher des mécanismes neurobiologiques qui s'apparentent à une disjonction de tout notre circuit neuronal. C'est paf, je coupe le courant. Pourquoi est-ce que notre corps, notre cerveau va couper le courant? Tout simplement parce qu'il y a un fort risque, vu le stress intense, il y a un fort risque de mort cérébrale ou de mort cardiaque. En fait, du fait de la profusion, le mélange de toutes ces hormones qui peuvent nous zigouiller en fait. Hein. Par exemple, les hormones qui sont majeures dans cette dissociation, dans cette sidération aussi, ce sont l'adrénaline et la noradrénaline. Mais il n'y a pas qu'elle, hein, il y en a plein d'autres. Et je vous recommande de lire le livre de Muriel Salmona, enfin, un des livres, mais celui qui s'appelle « Le livre noir des violences sexuelles », où elle explique tout ce système-là, mais elle explique aussi beaucoup de choses qu'on a vues dans les capsules précédentes. Et elle, c'est une scientifique, elle est experte dans son domaine, donc vous pouvez lui faire entièrement confiance et elle est très compréhensible dans ses explications. Donc cette dissociation qu'on retrouve systématiquement d'ailleurs dans les violences sexuelles, les agressions sexuelles, on la retrouve aussi dans d'autres agressions, on va dire humaines, telles que un braquage. On est dans un braquage là, excusez-moi pour la grossièreté, on est dans une banque ou une bijouterie et tout d'un coup il y a des gens armés qui arrivent, on va être sidéré et en dissociation. Et des actes de terrorisme, on l'a vu, hein, beaucoup de personnes qui étaient à l'extérieur du Bataclan au moment de l'attaque du Bataclan ont été victimes de traumatismes parce qu'elles ont vu, parce qu'elles ont entendu, etc. Et donc elles-mêmes étaient aussi en état de dissociation. Hein. Et ça peut également se produire sur des événements naturels, comme par exemple des incendies, un tsunami, une avalanche. Et donc,
Cette disjonction, elle va toucher les circuits émotionnels et les circuits de la mémoire afin de protéger donc notre victime, et elle va amener un certain état très étrange. On a des victimes qui se sentent comme anesthésiées. C'est comme si elles n'étaient pas là. Il y en a qui se voient au-dessus. Donc, ça évoque la décorporation. Des victimes qui ont l'impression d'être dans du coton, ce sentiment d'étrangeté, il n'y a plus de repères sur le temps, sur l'espace, le sentiment d'irréalité, le détachement, je crois que je l'ai déjà cité. Donc, ce truc, c'est pas moi que ça arrive, ça. Voilà, là, il se passe quelque chose, mais c'est pas moi, c'est pas plus. Voilà, je suis dans une espèce de coton, de brouillard qui fait que je suis plus là. Donc, cette dissociation peut également conduire à un autre mécanisme de protection qui est l'amnésie traumatique ou dissociative, qui est en fait la perte de mémoire de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on a vécu, et du traumatisme en fait, hein, et cette incapacité à se souvenir de ce qui s'est passé et des informations qu'on a pu recevoir pendant ce moment-là. Alors cette amnésie traumatique, elle peut durer de quelques minutes à plusieurs années. Donc la victime d'une agression sexuelle est en dissociation et en amnésie traumatique. Et donc je vous ai dit quasiment à 100% des cas. Hein, et ça va l'amener à avoir des comportements qui sont troublants et qui peuvent faire poser des questions aux personnes qui vont les recevoir. Par exemple, des policiers qui vont intervenir, qui vont trouver cette victime qui vient d'être violée, et elle peut être dans un état tout à fait second, d'apathie. Donc, elle est là physiquement, mais alors elle n'est pas du tout là mentalement, d'agressivité. Elle est très agressive, elle est en colère, elle les insulte, c'est insupportable. En fait, elle est toujours dans ce trauma. Voilà, c'est une façon pour elle de se protéger de tout ce négatif qui vient de l'envahir. Elle peut être en euphorie aussi, totale. Complètement, elle passe du rire, elle dit des bêtises, voilà, elle est complètement disjonctée là aussi, mais d'une autre manière. Et en tout cas, tout ça, c'est incontrôlable. Ou elle peut être complètement en larmes. Voilà, c'est incontrôlable, c'est intense, c'est plus qu'inquiétant. Et là, pour les professionnels, c'est ce que je disais à mes collègues, parce que derrière ma formation, j'ai essayé quand même de partager avec eux des informations, des éléments super importants pour qu'ils améliorent, pareil, leur accueil de ce genre de public. Donc pour les professionnels, c'est attention, grosse vigilance. Moi, je leur disais, vous avez une victime comme ça, ne me la collez pas en cellule de dégrisement parce que vous supposez qu'elle est ivre. Hein. Vous l'amenez immédiatement à l'hôpital. Immédiatement, parce que ce dont elle a besoin, c'est de soins. Et enfin, on va arriver à un troisième mécanisme qui s'appelle la mémoire traumatique. Et là, on est dans notre amygdale. Les émotions, en fait, donc l'amygdale, on a dit, c'est là où se rangent immédiatement à l'instant T les émotions qu'on vit dans les actes que l'on vit. Hein. Et en fait, la mémoire traumatique, elle fait que tout ce qui concerne le traumatisme vécu par la victime va rester dans l'amygdale. Il ne va pas aller se loger dans un tiroir de l'hippocampe. Il ne va pas aller se loger dans notre mémoire autobiographique. Il va rester dans l'amygdale, à l'endroit où toutes les émotions liées au trauma vont rester actives. La peur, l'angoisse, la douleur, tout va rester vibrant à cet endroit-là. Vous imaginez bien que cérébralement,
ça fait quelque chose qui n'est pas normal, quoi, hein, pour notre victime. Et le truc, c'est que ces émotions dues au trauma vont pouvoir se réveiller à tout instant. À tout instant. La victime, elle a rencontré son agresseur, je ne sais pas moi, en boîte de nuit ou dans un bal populaire ou dans une fête de famille, d'anniversaire. Elle a dansé un slow avec lui pendant cette fête et derrière, il l'a agressée sexuellement. Et bien quand elle va entendre ce slow, paf, le trauma, les émotions du trauma qu'elle a vécu vont l'envahir totalement. Ça peut être une odeur. Ça s'est passé, je veux dire, elle a été jetée dans l'herbe humide, dans la terre, il y a l'odeur de cette végétation, paf, elle va sentir ça, ça va le replonger dans cette agression. Ça peut être, oui, une chanson, je l'ai dit, ça peut être une couleur, ça peut être un mot, ça peut être voilà, un mot que répétait l'agresseur pendant l'agression. Et voilà, donc, ou vous savez, des fois, on appelle les proverbes, les choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui va la ramener dans son agression. Et là, ça la ramène complètement, puisque cette agression n'est pas rangée dans la mémoire autobiographique, elle est dans la mémoire traumatique. Donc, ça lui remet tout, la douleur, l'angoisse, les coups, tout est là, tout est là. Et pour elle, c'est totalement incontrôlable. Et elle n'est pas consciente, elle. La plupart des victimes qui vivent ça ne comprennent pas pourquoi ça réagit aussi fort en elles. Elles ne comprennent pas. Et c'est ainsi qu'elles peuvent avoir des comportements qui sont inadaptés, à nouveau, parce qu'elles ne sont pas bien du tout. Mais moi, je ne peux plus vivre ça. Je peux avoir des conduites suicidaires, des conduites addictives. Je bois pour enlever ces ruminations-là qui sont permanentes dans mon corps, dans mon cerveau, mais dans mon corps, puisque j'ai la douleur qui va avec. Et donc, des confusions, des automutilations, des espèces de crises que les autres vont interpréter comme des crises de folie. Et évidemment, les témoins, la famille, les proches, ça peut être les collègues de travail, enfin bref, ceux qui vont assister à cette espèce de crise, pensent que cette personne, elle est complètement folle, ou alors c'est une menteuse, elle est complètement bête, enfin bon, bref, c'est jamais flatteur. C'est jamais flatteur pour la victime. Donc là aussi, on est dans une double, triple, quadruple peine. Tant que les faits ne vont pas lui revenir à la mémoire, cette victime, elle va vivre l'enfer. C'est l'enfer parce qu'elle ne comprend pas pourquoi. Pourquoi, des fois, elle va avoir des flashs, elle va avoir des rêves bizarres, des rêves douloureux, elle ne comprend pas pourquoi. Et donc, il faut que cette mémoire traumatique s'ouvre. Hein, et ça va se faire, alors ça se fait rarement d'un coup, hein, mais il y a des messages, dont je parlais des rêves, il y a des messages quand même qui vont arriver jusqu'à elle, qu'elle va comprendre ou pas comprendre. Et puis, à un moment, ce voile, il va tomber, entièrement ou pas. Mais en tout cas, c'est la première étape qui va lui permettre de remonter jusqu'à son histoire. Et là, elle peut penser parfois qu'elle est complètement folle. Donc là aussi, c'est douloureux. Et il faut absolument qu'elle appelle au secours. Il faut qu'elle soit aidée, il faut l'accompagner sur le plan thérapeutique et sur le plan médical, de façon à ce qu'elle sorte toute cette mémoire, qu'elle sorte les faits, et que par un suivi thérapeutique, quel qu'il soit, il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui qui existent, la thérapie psychocorporelle, la thérapie avec un psychologue, il y a le MDR, il y a l'hypnose, etc. Enfin, il y a plein d'autres types, je ne peux pas tout dire, il y a de l'équithérapie, il y a
de l'escrime thérapeutique aussi, de l'eau aussi, des parcours d'eau. Donc il y a énormément de thérapies qui sont proposées aujourd'hui. Il n'y a pas assez de publicité d'ailleurs dessus, hein. On ne le sait pas, hein, on ne sait pas. Je suis sûre que je ne sais pas, loin de moi de savoir tout ce qui se fait, hein. Et donc cet accompagnement thérapeutique, bien évidemment que le viol, enfin personnellement, pour moi le viol, c'est le corps est vivant, mais l'âme elle est morte. Enfin, c'est pas que l'âme elle est morte, c'est que la personne est morte. On ne pourra jamais retrouver la personne telle qu'elle était avant les agressions sexuelles. On ne pourra pas. Mais on peut la réparer. On peut lui permettre de revivre en tranquillité, d'être apaisée, de mettre toutes ces agressions sexuelles, de les placer dans la mémoire autobiographique, de façon à ce que quand elles y penseront, bien évidemment, ça va les accompagner tout au bout de leur vie, hein, mais elles y penseront comme un souvenir, et non plus comme un trauma émotionnel vivant. Donc c'est vraiment important, l'accompagnement, c'est primordial, d'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, ces victimes, tant qu'elles ne sont pas accompagnées sur le plan thérapeutique, elles vont développer tout au long de leur vie des maladies chroniques, et des tas de maladies, parce que leur corps, il parle, le corps parle, le corps, il appelle au secours, et il veut briser cette mémoire traumatique, il appelle au secours, et donc c'est pour ça que c'est important pour les médecins, les sages-femmes, les psychologues, enfin tous les gens qui travaillent avec des victimes sur le plan de la santé, c'est important de leur demander d'une façon intelligente, évidemment pas comme là aujourd'hui, je vais vous dire, il faut leur demander si elles ont été victimes de violences sexuelles dans leur vie. Mais évidemment que ça se prépare, ça ne se pose pas comme ça crûment la question, mais c'est important parce que même en la posant gentiment, intelligemment, la victime peut très bien dire non, c'est comme pour les violences conjugales, non. Et puis en fait, ça va la travailler, ça va faire son petit chemin, et la victime va dire, mais enfin, si cette personne m'a posé cette question, c'est qu'elle m'ouvre une porte, elle est prête à m'entendre, elle est prête à me croire, donc c'est pas rien. Et donc, il y a un moment, si cette victime a entièrement confiance en ce professionnel, elle va lui parler. Et là, ça ouvre effectivement la perspective de soins adaptés à ce qu'elle a vécu. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur le trauma. Ce n'est pas à négliger. C'est pour ça qu'un enfant victime de violences sexuelles, il faut absolument qu'il ait un parcours. Il faut absolument, excusez-moi, qu'il ait un parcours de soins immédiat, de façon à ce qu'il ne garde pas des séquelles importantes dans son parcours de vie. Hein. Il faut faire le nettoyage là, il faut faire le nettoyage. Et plus ils sont petits, plus ils sont faciles à réparer. Donc c'est important de le faire. Alors je pense que c'est notre dernière capsule sur les violences sexuelles. Donc je voulais vous présenter quelques livres. Hein, c'est pas tous les livres que j'ai, mais quelques livres qui m'ont beaucoup touchée. Et par exemple, celui de Chérif Delay. Chérif Delay, c'est un des enfants d'Outreau. Donc, j'ai également un livre de Jonathan Delay, son frère. Et Chérif, son livre s'appelle « Je suis debout ». « Je suis debout » de Chérif Delay. L'aîné des enfants d'Outreau sort du silence. Chérif, il a été très longtemps sous le stress post-traumatique des agressions qu'il a subies. Je ne sais pas si aujourd'hui il a récupéré comment dire, sa vie. Je ne suis pas sûre qu'il ait achevé son parcours de soins. Parce que je le suis de temps en temps par des informations, et je crois qu'il est encore pas remis de tout ça, et que la vie est très très compliquée pour lui. Et tout ça parce que cet enfant, il n'a pas été cru, il a été maltraité. Le procès d'Outreau pour les victimes, ça a été d'une violence exceptionnelle, et ça brise autant que les agressions subies. Donc Jonathan, lui, il a écrit « Au-delà de l'irréparable ».
Au-delà de l'irréparable, Une vie d'enfant de l'affaire Doutreau. Donc, dans ces livres que je vous cite, quand ils sont écrits par des victimes, et la plupart sont écrits par des victimes, oui, tous d'ailleurs, vous pouvez retrouver en les lisant, dans leurs textes, vous allez retrouver la sidération, la dissociation, la puissance du trauma. Laurent Boyer, B-O-Y-E-T, il a écrit « Tous les frères font comme ça ». Lui, il a été violé par son frère pendant plusieurs années. Et son frère, c'est la petite phrase qu'il disait. Tous les frères font comme ça. Bien évidemment, l'auteur, il normalise les agressions de façon à faire taire les victimes. Un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui a été écrit par Jean-Marie Albert Barberouge, et qui écrit en fait pour Isabelle, qui a été victime donc de violences sexuelles, de violences physiques dans son enfance, une vie d'enfant absolument effroyable qu'elle a vécue. Et son livre s'appelle Ma siamoise. Là, on va voir tous les traumas. On va voir également ce qui est dissociation, sidération, mais on va voir aussi la destruction du corps à cause de l'agression sexuelle. Et Isabelle, elle souffre entre autres de fibromyalgie. Et donc, elle fait le lien, elle fait le lien entre sa maladie, ses maladies et les agressions sexuelles qu'elle a subies. Ladies First, qui est un livre de Cécile Jubert, Briser le silence, trouver la lumière. Donc, dans son livre également, son livre témoignage, violé par son frère aussi, et puis dans une famille complètement incestuelle. Elle raconte son vécu, elle raconte la difficulté de briser le silence, toutes les conduites addictives qu'elle a eues par la suite, voilà, et ses problèmes de santé, elle aussi. Et puis, elle a trouvé la lumière dans la foi. Et son livre finit par vraiment une partie qui donne de l'espoir pour les victimes. On peut vivre, on peut survivre aux violences sexuelles. Et quand on a un parcours de soins sérieux, on peut vivre après des violences sexuelles. Et puis, je voulais vous présenter, parce que je suis aussi l'auteur d'un petit livre, donc qui s'appelle Petite conversation sur les violences, parole d'une femme policière, que j'ai écrit en 2018. Enfin, il a été publié en 2018. Et au départ, je me suis beaucoup investie sur les violences conjugales. Donc, j'en parle énormément, évidemment, dans ce bouquin, mais je parle aussi du harcèlement scolaire, du harcèlement professionnel, je parle des violences sexuelles, puisque je venais de faire la formation Les Bases. D'ailleurs, je pense que j'en parle un petit peu dans ce bouquin. Et puis, c'est aussi un peu ma philosophie humaniste de la vie. Et voilà, ça nous remet un peu en lien avec le préambule de cette capsule, où je vous ai parlé du 14 juillet, où je vous ai parlé de la loi pour l'euthanasie. Vous découvrirez d'autres choses si vous lisez ce bouquin, où en fait on est dans une société qui favorise la violence, qui favorise le non-respect de l'autre, quel qu'il soit, et qui est insupportable parce que cette violence, elle vient du haut, et elle s'abat sur nous, et elle nous rend après violents les uns avec les autres. Voilà. On l'a vu avec le Covid, où on a vécu des choses épouvantables, de discrimination, d'obligation d'être injecté, d'enfermement de la population, d'empêchement de travailler, d'empêchement de faire de l'art, du sport. Enfin, c'est une folie. Notre société est dans une spirale de folie. Il faut qu'on se réveille. Tous ensemble. Les violences sexuelles sont une des manifestations exacerbées de la violence de notre société. Nous devons tous lutter ensemble. Il faut arrêter les clivages politiques, les clivages syndicaux, les clivages philosophiques. Il faut travailler tous ensemble pour lutter contre tout ça.
Donc, comme je le disais, c'est notre dernière capsule sur, sur la... Je cherche, voilà. Sur la... C'est notre dernière capsule sur les violences sexuelles, sauf si vous aviez un sujet sur lesquels j'aurais la compétence d'intervenir. Si je n'ai pas la compétence, je n'interviens pas. Eh bien, si vous avez des sujets sur les violences sexuelles dont vous aimeriez qu'on continue cette série, vous nous écrivez sur contact@policepourlavérité.org et vous faites votre proposition. Et puis, si je suis en capacité de faire une capsule sur le thème qui vous préoccupe, il n'y a pas de problème, je le ferai. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, on se revoit très prochainement pour d'autres émissions. À très bientôt et merci encore.